Le groupe RDSE pour 7 minutes. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en ces jours de commémoration du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, j'ai envie de faire référence à Georges Pompidou. Et oui, ce dernier évoquait déjà pendant les 30 Glorieuses le fléau de la fraude fiscale. La fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. Les propos de l'ancien président de la République n'ont en fait jamais cessé d'être d'actualité, mais nous y répondons aujourd'hui par un texte que l'on pourrait qualifier de bélier, fruit d'un débat parlementaire riche qui illustre bien, s'il le fallait encore, que le bicamérisme est un impératif démocratique pour notre pays. Je me réjouis que la commission mixte paritaire, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer en tant que représentante de mon groupe RDSE, soit parvenue à l'adoption d'un texte commun. Après la promulgation cet été de la loi pour un État au service d'une société de confiance, ce texte présente un volet répressif, des nouvelles relations entre l'État et les citoyens que le gouvernement souhaite engager. Son objet est simple, permettre de mieux détecter, de mieux appréhender et de mieux sanctionner les différentes formes de fraude qui sont autant d'entorses à notre contrat social. Je rappelle que la fraude fiscale coûte entre 60 et 80 milliards d'euros par an en France, c'est-à-dire près de 20% des recettes fiscales brutes de notre pays. Ce sont autant de ressources en moins pour financer les politiques publiques et réduire nos déficits. Ce sont autant d'efforts en plus que nous demandons à nos concitoyens pour combler ce manque à gagner. L'examen parlementaire a considérablement enrichi le texte du projet de loi du gouvernement, qui, de 11 articles dans sa version initiale, est passé à 38. En tant que rapporteur pour avis, au nom de la commission des lois, j'avais proposé en première lecture, conformément à l'avis du Conseil d'État, la suppression de l'article 1er, dont faisait référence tout à l'heure Albéric de Montgolfier, qui apparaissait redondant avec les dispositifs existants de lutte contre la fraude fiscale au sein du ministère de l'Intérieur. Je comprends la nécessité pour la CMTP de parvenir à un compromis, mais je regrette le maintien de cet article qui revient à créer un nouveau service de police fiscale au sein du ministère des Comptes publics, à côté de la Brigade nationale de répression de la délinquance financière. Ce qui risque de se traduire au mieux par un jeu à somme nulle, au pire par une guerre des polices. Je salue en revanche le maintien de l'article 9 bis que j'avais eu à plaider concernant la convention judiciaire d'intérêt public, une transaction pénale ouverte en matière de fraude fiscale. Ce nouvel outil permettra de renforcer l'efficacité des modes de poursuite tout en assurant la publicité et la transparence au niveau de la fraude effectuée. Je regrette toutefois que les députés aient supprimé l'article 9 ter, qui aurait permis d'inscrire dans la loi la jurisprudence Talmont, qui précise que le verrou de Bercy ne s'applique pas au délit de blanchiment de fraude fiscale. En effet, le risque évoqué par nos collègues d'interprétation à contrario et invoqué également par la chancellerie me semble limité, dans la mesure où nos travaux ont bien indiqué que telle n'était pas l'intention. C'est un raté, à mon sens. S'agissant également de l'une des innovations du projet de loi, la généralisation du name and shame, je regrette en soi que nous devions en arriver à une telle pratique, à savoir dénoncer et blâmer publiquement. Il n'est pas dans notre culture d'utiliser ainsi la presse pour publiciser des infractions. Cela étant dit, je conçois parfaitement que notre droit évolue en ce sens pour les seules personnes morales, étant entendu que la fraude fiscale a atteint un degré d'acceptabilité sociale particulièrement bas. C'est également le sens qu'il faut donner à l'évolution des pouvoirs de l'autorité des marchés financiers en matière de lutte contre les abus de marché que notre commission mixte paritaire a adopté, anticipant une inconstitutionnalité qui devait prendre effet à la fin de l'année. J'en viens à la réforme du verrou de Bercy, point majeur de ce texte, et auquel les médias ont consacré une attention peut-être disproportionnée au regard des autres dispositions de ce texte. Il est revenu à notre haute assemblée de poser les bases du débat de façon transpartisane, en instaurant des critères rendant obligatoire la transmission au parquet des dossiers de fraude fiscale les plus graves, supérieurs à 100 000 euros.
l'Assemblée nationale a complété notre texte en renforçant le dispositif et la gravité des sanctions, notamment pour les élus. Jusqu'alors, de timides avancées avaient été réalisées en 2013 et 2016, avec des lois de lutte contre la délinquance économique et financière et de lutte contre la corruption, dite Sapin II. À l'échelle internationale, l'accord multilatéral de 2016 sur l'échange de déclarations pays par pays et la convention multilatérale de lutte contre l'érosion des bases d'imposition